aller les chercher, mais il faut que nous ne soyons qu'entre-indiens. Alors les Espagnols se sont demandé s'il fallait le laisser partir, parce que bon, partir c'est une chose, revenir c'en est une autre. Et finalement, l'appât du gain a été tel qu'ils l'ont laissé partir, et effectivement, il est parti avec des courtisans, et quelques jours après, il est revenu avec les statues promises. Donc les Espagnols étaient tout à fait satisfaits de ce qui se passait. Et quelques jours après, ou une semaine après, je ne sais pas exactement, je ne sais plus, il a repris contact avec les Espagnols, il dit, écoutez, voilà, vous avez vu, je suis allé, n'est-ce pas, et si vous voulez, je sais des endroits où il y a d'autres statues, et je peux vous les ramener aussi. Alors, étant donné qu'il était revenu de sa première expédition, il n'y avait aucune raison de ne pas le laisser partir pour la seconde, seulement voilà, il n'est jamais revenu. Et c'est l'origine des Incas, n'est-ce pas, de ces Incas rebelles, entre guillemets, de Vilcabamba. Hein, car c'est de cette branche, n'est-ce pas, que c'est cette branche qui s'est repliée à Vilcabamba et qui, comme vous savez, jusqu'en 1572 a existé dans cette région extraordinaire, mais difficile d'accès de la zone de Vilcabamba. La situation que je vous décris va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que tout l'or que les Espagnols trouvent, c'est de l'or qui a été obtenu par orpaillage. Il n'y avait pas de mine à proprement parler, c'était de l'or que l'on trouvait dans les sables, que les Indiens avaient trouvé dans les sables aurifères et accumulé au cours des générations. Ce qui fait qu'une fois que cet or a été accaparé, pour ne pas dire volé par les Espagnols, il n'y en avait plus. Il n'y avait pas de moyen, disons, de renouveler le stock. Donc, les Espagnols vont se mettre néanmoins parce que, bon, évidemment, il y avait des Espagnols qui arrivaient plus tard que les autres et qui, eux, n'avaient rien, ils en voulaient aussi. Et donc, on va voir se créer une véritable industrie de la recherche de trésors. Ce sont des Espagnols, n'est-ce pas, qui se réunissent à plusieurs. Alors, en général, ce sont des compagnies, et on le sait parce que, bien entendu, on a les contrats devant notaire qui sont signés. Alors, les uns apportent la main-d'œuvre, les autres apportent les outils, le troisième apporte les informations, et le quatrième apporte l'argent, parce que ça coûte cher. Et donc, on se met à creuser sur les indications des Indiens, on cherche, on creuse, parce que là, il paraît qu'il y a un trésor enfoui. Et c'est comme ça que naît ce mythe des trésors enfouis qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui, vous le savez, des gens qui cherchent des trésors au Pérou. Le trésor des Yanganates, c'est l'Équateur, et ne parlons pas de la Colombie. Donc il y a une industrie de la recherche, comme ça, de trésors enfouis qui se fait. Elle a lieu à Cusco, elle va durer jusqu'au XVIIe siècle. Dans un de mes livres, au début du XVIIIe siècle, j'ai retrouvé la création d'une compagnie pour assécher la lagune de la Cocha de Lucre, près de Cusco, parce qu'il paraît que les Incas avaient jeté des pièces d'or dans la lagune. Hein. Il y a un travail qui a été fait sur Trujillo, c'est pareil, on organise, là c'était différent, on creusait au pied il y avait des dizaines de pyramides, alors on creusait en espérant qu'arriver jusqu'à la chambre funéraire, parce qu'on pensait qu'il y avait des chambres funéraires avec des objets en or là-dedans. Quelquefois c'était le cas, d'autres fois non, on ne les trouvait pas en tout cas. Et donc il y a, vous voyez, une économie qui est véritablement ce que les historiens de l'économie appellent une économie de rapide. C'est-à-dire qu'on vole, on prend, on s'empare, allez, disons s'emparer, c'est un terme relativement neutre, on s'empare de cet or, et cet or est le premier moteur de la première économie coloniale. Ce n'est pas encore une économie de production. On n'en est pas encore là. Mais le problème qui va se poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était de l'or accumulé et qu'il n'y avait pas de renouvellement du stock. Donc, l'or dont les Espagnols ont disposé va très rapidement diminuer et pratiquement, je ne dis pas disparaître, mais enfin presque. Imaginez que pour la période 1536-1540, la quantité d'or exportée du Pérou vers l'Espagne n'est que 20% de ce qu'elle avait été pour les 5 années précédentes, c'est-à-dire du moment de la conquête jusqu'en fin 1535. Donc vous voyez l'extraordinaire brièveté de cette période qui est due au fait que
on rapine, on vole l'or existant, mais qu'on n'a pas d'éléments pour le remplacer. Et par la suite, il y a une véritable crise de l'or au Pérou, à savoir que très rapidement, les quantités d'or exportées du Pérou vers l'Espagne baissent de façon vertigineuse. À partir dans les 15 dernières années du XVIe siècle, pratiquement, il n'y aura pas d'exportation d'or officielle. Je vais expliquer pourquoi je dis officielle. Car ce qui se passe, c'est que comment dirais-je, les particuliers réussissaient, eux, à trouver de l'or, et ils gardaient bien entendu pour leurs affaires, à condition de payer les 20% qui correspondaient qui revenaient à la couronne. Mais l'or officiel, c'est-à-dire l'or dont l'État était propriétaire, était lui de moins en moins important en quantité. Et donc il y avait là un problème. Et bien sûr, on va trouver des gisements d'or. Il y en a un qui va être, qui dure encore d'ailleurs, c'est celui de Caravaggio, dans l'est du département de Cusco, je crois, et qui va être, disons, la seule région véritablement productrice d'or. Il y en a d'autres, mais qui ne vont pas durer, au Pérou. En Équateur, il y aura des gisements d'or dans le sud d'Équateur, dans la région de Zamora-Chinchipe, et je ne parle pas bien sûr de ce qui va se passer en Colombie, où là, très rapidement, on va trouver dans le sud de la Colombie des gisements d'or. Mais en ce qui concerne le Pérou, n'est-ce pas, l'or véritablement disparaît, pour les raisons que j'ai expliquées. Et bien entendu, cette situation de disparition de l'or, de pénurie d'or, va avoir une conséquence, et la conséquence, c'est que la jeune économie péruvienne, qui est en train de se mettre en marche, au bout de quelques années, doit complètement changer ses bases, puisqu'elle était partie avec comme moyen de paiement, de troc, l'or, et l'or disparaît. Et donc, il y a là une crise qui est très rapide, très brève, mais qui est bien réelle. Elle est très brève et bien réelle, parce que, bien entendu, il faut trouver un élément alternatif à cette solution. Et cette solution, elle va être donnée par l'argent. Une sorte de miracle, je ne sais pas s'il faut dire miracle, enfin de coïncidence en tout cas, lorsque l'or est en train de disparaître, aux merveilles, pour ne pas dire miracle une nouvelle fois, on va trouver des gisements d'argent et un grand gisement d'argent. Alors, on le trouve parce que, dans des conditions un peu particulières, c'est Potosí, il est dans ce qu'on appellera plus tard le Haut-Pérou. Il y avait déjà, dans le Haut-Pérou, des gisements d'argent, des mines d'argent très importantes. La preuve, c'est que Pizarro se les était attribués. Donc, vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et, en fait, curieusement, c'est lorsque l'or se raréfie au point que j'ai dit, que tout d'un coup, on découvre, entre guillemets, les mines d'argent. En fait, on ne les a pas découvertes, mais comme il fallait un moyen de paiement, on s'est retourné vers l'argent. Et comme vous le savez, je ne vais pas faire l'histoire de Potosí, mais ça va être une histoire extraordinaire. Potosí, ça va être la plus grande mine d'argent du monde pendant un siècle et demi. Ça va être véritablement le cœur de l'Empire, et aussi de l'Empire américain, mais aussi de l'Empire espagnol, puisque, comme vous le savez, une grande partie de l'argent sur lequel va vivre l'Empire espagnol proviendra du Pérou. Il provient d'abord du Pérou, bien que, pratiquement à la même époque, on découvre aussi au Mexique, même un peu avant, des mines d'argent, essentiellement dans le nord du pays. Et donc il va se passer à peu près le même processus au Mexique, sauf que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas eu autant d'argent au Mexique. Mais disons, l'argent va prendre le dessus, mais en proportion moins grande qu'au Pérou, parce que dans un premier temps, j'insiste bien, dans un premier temps, les mines d'argent du Mexique ne sont loin d'être aussi importantes que celles du Potosí. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle, donc il faut attendre encore un certain temps, pour que, effectivement, les mines mexicaines montent en puissance, et le basculement, c'est-à-dire le changement de prépondérance, enfin, le fait que les mines péruviennes ne sont plus les premières du monde, ce basculement va se produire entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, à la fois par la crise de Potosí et parce qu'effectivement les mines mexicaines vont connaître une expansion qu'elles n'avaient pas eue jusque-là. Alors, le problème
l'argent maintenant, ce n'est plus l'or. L'or, je vous l'ai dit, est devenu une quantité non pas négligeable, mais rarissime. Et donc, l'argent va être véritablement le poumon de toute l'économie coloniale. Il est, pour le malheur des Indiens, grâce à quelque chose d'inattendu, c'est qu'il y avait plusieurs techniques pour produire de l'argent, mais la plus intéressante, quant à la nature de l'argent produit et surtout au coût, c'était ce qu'on appelait l'amalgame, c'est-à-dire le mélange de minerais d'argent concassés, de mercure plus d'autres produits. Cette technique n'était possible que s'il y avait du mercure, bien entendu. Au Mexique, il n'y en avait pratiquement pas, donc on pratiquait d'une autre façon, bien qu'après la technique d'amalgame viendra, mais avec du mercure venant soit d'Espagne, soit du Pérou, ce qui renchérissait la production, bien entendu. Tandis qu'au Pérou, pour le malheur des Indiens, on va découvrir de très grands gisements de mercure à Huancavelica. Si vous connaissez Huancavelica, vous savez, derrière la place, dans l'espèce de falaise, on voit encore les trous de Bocamine, n'est-ce pas? Alors pourquoi pour le malheur des Indiens? Eh bien parce que les mines d'argent, toutes, et en particulier celles de Potosí, celles d'Oruro aussi, etc., de la Icacota plus tard, sont des grandes dévoreuses d'hommes, puisqu'elles sont travaillées par le travail forcé, par la corvée, la fameuse mita, que c'est un travail terrible, puisque les Indiens descendent le dimanche soir, jusqu'au mercredi soir où ils viennent chercher à la bocamine à leur approvisionnement que leur donne leur femme, et ils repartent au fond de la mine, et ils n'en ressortent que le vendredi soir ou le samedi matin, dans des conditions épouvantables, pas d'aération, la puanteur que vous imaginez, puisque tout le monde vivait là à demeure. Comme il n'y avait pas de bois pour les ruptures de pente, il y avait des échelles de cordes qui, sous l'humidité et sous le poids, se rompaient, il y avait beaucoup d'accidents, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et d'ailleurs, beaucoup d'Indiens, comme vous le savez, mouraient très rapidement. Mais, alors, ces conditions dont je vous parle étaient les mêmes à Huancavelica, du moins dans les galeries, parce que toutes les mines de Huancavelica n'étaient pas de galeries, il y en avait deux canteras, il y en avait deux galeries. Et en plus, dans les galeries, en plus des problèmes qui étaient les mêmes qu'à Potosí, il y avait un autre problème, c'est que, comme vous le savez, on le sait maintenant aujourd'hui, le mercure est un produit hautement toxique, et les vapeurs de mercure, puisque le mercure, vous savez, existe sous les solides, liquides et vaporeux, et gazeux, pardon, le fait simplement de manipuler le mercure provoquait chez les Indiens une maladie connue en espagnol depuis les mines d'Almadén, sous le nom de mal de l'afogado, c'est-à-dire des tremblements, du type de maladie de Parkinson, mais surtout des problèmes respiratoires, et l'impuissance, disons-le, et très rapidement la mort. Donc, bien sûr, il faut parler de la dévoreuse d'Indiens de milliers d'Indiens qui a été la mine de Potosí, parce qu'elle a été la plus importante, parce qu'elle a été la plus longue en exploitation, mais il ne faut pas oublier celle aussi de Huancavelica, où, je dirais, proportionnellement au nombre de travailleurs indiens, la mortalité était bien plus grande qu'elle l'était à Potosí. Et le malheur, comme je l'ai dit, c'est que sans Huancavelica, il n'y avait pas de Potosí. Donc il y avait là, si vous voulez, une sorte de, je ne dis pas de cercle vicieux, mais il y avait une sorte de ligne terrible qui initiait dans la production de Huancavelica, qui était descendue jusqu'à Pisco, qui partait ensuite en bateau jusqu'à Arica et qui ensuite remontait vers Potosí. Par la suite, les mines d'argent, parce que bien entendu, on ne se contentait pas des mines de Potosí, on cherchait de l'argent un peu partout, et il y a eu des périodes où on a trouvé des gisements intéressants. Et alors, on assiste à des sortes de roches, comme on en connaîtra plus tard en Californie ou au Klondike. Là, c'était de l'or, mais dans le cas péruvien, c'était de l'argent. Et on voit par exemple des milliers d'hommes qui arrivent, d'Espagnols, d'Indiens, de Métis, qui vont par exemple à la Icacota, qui est dans la région du lac Titicaca, parce que là, un Espagnol
un Asturien avait trouvé une mine qui pendant une vingtaine d'années va produire et qui va donc créer une richesse complètement factice, une sorte de ville qui se crée, et puis au fur et à mesure que ce cycle va disparaître, l'Inca Kota va redevenir ce que certains connaissent peut-être, une bourgade sans grand intérêt, et il va y avoir plusieurs cycles comme ça qui vont se faire. Et en même temps, évidemment, toute cette économie péruvienne vit de la, et quand je dis péruvienne, même au-delà du Pérou, vit de la mine. Pourquoi? Parce que la mine, c'est vendre à la mine, c'est la possibilité de vendre et d'avoir en échange de l'argent. Cet argent, quand je dis de l'argent, je veux dire le métal si précieux. C'est la possibilité d'écouler les tissus, les produits agricoles, les produits européens qui arrivent par les flottes, comme vous savez, etc. Et donc, les mines deviennent les grands emporios, comme on dit en espagnol, où se font les affaires, ou qui permettent que se fassent les affaires. Il suffit qu'une mine soit en décrépitude, soit n'ait plus la production qu'elle avait auparavant, pour que les affaires tombent, pour que la campagne ne rapporte plus rien, pour que les circuits économiques arrivent à une sorte d'étiage, et que la ruine menace et même frappe toute une région. D'autant que, il faut le savoir, les grandes mines comme Potosí ou Huancavelica, drainées, avaient été alimentées par des routes marchandes qui allaient très loin. Par exemple, une grande partie de la production de pagne ou de drap de Potosí venait de Quito. Imaginez la distance, n'est-ce pas? Bon, les mules qui étaient utilisées à Potosí venaient du Tucumán. Donc vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui était, on appelle ça l'économie régionale en histoire, mais enfin, c'était des histoires là au sens le plus large. Alors cette situation va durer avec des périodes plus ou moins importantes, mais avec des périodes plus ou moins brillantes, mais quand même d'une façon générale dans un processus qui va, disons, en déclinant. C'est-à-dire que surtout à partir de 1640, il y a, disons, une perte de production. Je reviendrai sur ce problème parce qu'il y a derrière ça un grand problème historiographique qui n'est pas encore tout à fait résolu. Et en fait, cette dégénérescence, pourrait-on dire, de la mine, des mines d'argent au Pérou, essentiellement de Potosí, va connaître une histoire, disons, de déclin qui va durer à peu près jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et c'est ensuite, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et surtout dans les 30 dernières années, que les choses vont changer. Mais jamais on ne retrouvera l'extraordinaire richesse du premier cycle de Potosí. Désormais, le grand poumon économique de l'Empire, ce n'est plus le Pérou, ce ne sont plus les Andes, c'est le Mexique. Alors pourquoi au XVIIIe siècle les choses vont se relancer? Elles vont se relancer parce qu'il va y avoir une reprise, on va retrouver des veines intéressantes à Potosí même, parce qu'il va y avoir sous l'influence de la couronne de nouvelles procédures de financement et d'aide aux mineurs qui va relancer un certain nombre de choses, et aussi parce qu'on va découvrir au Pérou de nouveaux gisements d'une importance assez significative. Le premier, j'en parle en premier parce qu'il va être très important mais il ne va pas durer, c'est celui de Hualgayoc dans le département de Cajamarca. Et on voit toujours, d'ailleurs à Hualgayoc même, dans la route qui va de Cajamarca à Chota, on voit toujours les bocamides du XVIIIe siècle. C'est une production qui va être très importante mais qui va durer une trentaine d'années. C'est un cycle minier, comme beaucoup, qui ne va durer qu'une trentaine d'années, mais qui va être très important. Il y en a par contre un autre qui, lui, va être d'abord moins important, puis ensuite, et qui gagnera en puissance, et qui dure toujours, c'est celui de Pasco, qui va effectivement, lui, alors apporter, disons, plus qu'un ballon d'oxygène à l'économie péruvienne, et sans compter d'autres mines moins importantes dans la géographie du Pérou d'aujourd'hui. Donc vous voyez, voilà quelle est, si vous voulez, l'histoire de cet Eldorado, hein, comme l'éditeur avait tenu que ce mot figure dans le titre du livre dont on vous a parlé. En fait, au Pérou, l'Eldorado, c'est très rapidement, c'est une réalité, mais qui très rapidement s'est transformé en mythe.
le mythe, excusez-moi, de l'âge d'or, c'est-à-dire non pas de l'âge d'or, des années de l'or, qui ont été très courtes. Le cycle de l'or, je le répète, dans le Pérou colonial, a été quelque chose de très brutal, à tous les sens du terme, dans son apparition, dans son développement, dans ses conséquences, et brutal aussi parce qu'il est sans précédent, il va être presque sans lendemain. Et en fait, ensuite, pendant pratiquement 2 siècles, ce qui va être l'Eldorado du Pérou, ce sera l'argent qui, bien sûr, a eu les conséquences dont je vous ai parlé, mais qui, je crois, a eu dont la production, c'est-à-dire la mine, et l'approvisionnement des mines, a eu une conséquence fondamentale. C'est que c'est l'argent ce sont les mines d'argent, avec leur annexe, bien sûr, de Huancavelic, qui ont structuré les routes commerciales, qui ont structuré les liens entre les capitales et les capitales régionales et disons, les annexes, qui ont véritablement créé des besoins, et en créant des besoins, créé des entreprises, et fait circuler l'argent. Et, bien entendu, cette création d'un espace économique andin, car je répète qu'il dépasse largement le cadre péruvien, du moins le Pérou que l'on connaît aujourd'hui, cette structuration de l'espace économique a été véritablement, bien sûr, très importante pour le devenir, notamment du Pérou, mais aussi pour l'avenir a été problématique, car c'était évidemment articulé toute l'économie de la région sur ou autour d'un produit d'exportation. Et vous savez qu'après l'or, au XIXe siècle, il y aura d'autres produits d'exportation, et vous savez quelles peuvent être les conséquences d'une économie lorsqu'elle est effectivement, simplement articulée et structurée autour non seulement de produits d'exportation, mais d'un seul produit d'exportation, même s'il s'agit de l'argent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard. On a fait des études, une étude qui est la suivante. On a étudié, grâce à des nouvelles méthodes d'analyse atomique, la nature de l'argent de pièces frappées à la fin du XVIe siècle par des Maharajas d'Inde, de l'Inde, pas des Indes, de l'Inde. Eh bien, il a été prouvé chimiquement que ces pièces, frappées à la fin du XVIe siècle par de grands Maharajas de l'Inde, avaient été frappées avec de l'argent qui provenait de Potosi. Donc vous voyez, déjà à la fin du XVIe siècle, alors ne parlons pas de ce qui va se passer après. Les Portugais aussi ont profité de cette contrebande, car il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, tous les bateaux n'arrivaient pas à Séville et qu'un tiers des bateaux de